Toujours concernant la correction des exercices en appliquant les verbes d'action utilisés en SVT. On est toujours dans la première unité, la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On va corriger bien sûr les examens posés en session de 2016 à 2022. On a déjà vu les 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Maintenant, on va voir les sessions 2021. Donc voilà l'examen proposé pour la session normale 2021 pour les SVT. Et vous constatez toujours qu'on vous donne des données, des documents et des questions. Et ces questions, bien sûr, se composent ou comprennent des verbes qu'on appelle verbes d'action, tels d'écrire, déduire, expliquer, expliquer encore, etc. Donc vous devez être capable d'extraire les informations de ces documents et de répondre aux questions proposées. On va entamer la correction. Dans la nuit du mercredi 12 août 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle du port de la ville de Tianjin, en Chine, causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. De nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement entreposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium, à l'origine d'un gaz très toxique, l'acide cyanhydrique, HCN, qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire et tissulaire. Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose les données suivantes. Donc notre problème à résoudre, c'est ça. Comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie. Donc première donnée qu'on nous donne, on place une suspension mitochondriale dans un milieu convenable riche en dioxygène, puis on suit l'évolution des concentrations d'oxygène et d'ATP dans ce milieu. Les figures du document 1, c'est-à-dire figure A et figure B, présentent les conditions expérimentales et les résultats obtenus. La première figure concernant la concentration en oxygène en pourcentage et la deuxième figure concernant la concentration de l'ATP d'unité arbitraire. Et cela, bien sûr, en fonction du temps. On nous donne une information ici. Au début de l'expérience, les mitochondries contiennent une faible quantité d'ADP plus PI. Alors, en se basant sur les données du document 1, d'écrire la variation de la concentration en oxygène et en ATP dans le milieu, puis déduire l'effet de l'ajout du pyruvate et l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. Donc vous avez bien sûr ici le courbe, vous avez ici le temps T1, T2, donc on compare les deux avant T1 et après T1 et après T2. Donc si on constate ici donc avant T1, c'est-à-dire avant l'ajout de l'oxygène, on constate qu'il y a une concentration qui est constante de l'oxygène et une concentration qui est constante de l'ADP. On peut bien sûr donner les valeurs. C'est-à-dire ici on a 40 UA, là on a 90%. En T1, on va donner ici T1, ajout du pyruvate. Donc après avoir ajouté le pyruvate, on constate bien sûr qu'il y a une diminution de la concentration de l'oxygène. C'est-à-dire il y a consommation d'oxygène. Et ça entraîne une augmentation de la concentration en ATP. Alors qu'en T2, lorsqu'on a ajouté l'ADP plus PI, on constate qu'il y a une diminution qui est très rapide de l'oxygène, c'est-à-dire consommation rapide de l'oxygène, et bien sûr synthèse rapide de l'ATP. Donc déduire l'effet de l'ajout, donc lorsqu'on ajoute l'ADP plus PI, on constate qu'il y a augmentation de la consommation de l'oxygène et augmentation de la synthèse de l'ATP. Ça prouve qu'il y a un effet du pyruvate et l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire cellulaire. Donc, comme description, la variation de la concentration d'oxygène. Avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'oxygène est constante aux environs de 90%, suite à l'ajout du pyruvate, c'est-à-dire en T1. La concentration d'oxygène diminue au début, puis tend à se stabiliser. Diminue, puis tend à se stabiliser. Puis tend à se stabiliser vers 70%. Après l'ajout de l'ADP plus PI en T2, la concentration d'oxygène diminue rapidement pour atteindre 30% environ. Concernant la variation de la concentration d'ATP, avant l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP est constante
aux environs 37 à 40 UA. Suite à l'ajout du pyruvate en T1, la concentration en ATP augmente. On marque une faible augmentation jusqu'à atteindre 50 UA. Donc elle passe de 40 à 50 UA. Par contre, après avoir ajouté l'ADP plus PI en T2, la concentration en ATP augmente rapidement pour atteindre plus de 90 UA. On peut dire que, remarquez ici, que ce type de question, on accepte toutes les valeurs proches à celles proposées dans les éléments de réponse à l'examen. C'est-à-dire si vous donnez ici 40, il est proche de 37, donc on peut l'accepter. Dans le numéro 2, les mitochondries sans membrane externe sont placées dans une solution dépourvue de dioxygène et enrichie en donneurs d'électrons tels les NADH+. La variation de la concentration des protons H+, dans la solution est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée de dioxygène. Les figures A et B du document 2 présentent respectivement les conditions et les résultats de cette expérience. Voilà donc le document numéro 2. Donc, comme question, en se basant sur les données du document 2, décrire l'évolution de la concentration des protons H+ dans la solution, puis déduire l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement des protons à travers la membrane mitochondriale interne. Donc, vous voyez ici que avant l'injection d'oxygène, on a le pH ou la concentration des protons, elle est nulle. Et lorsqu'on ajoute l'oxygène, vous voyez qu'il y a ici une augmentation qui est rapide. Donc, augmentation de la concentration des protons, ce qui indique bien sûr que le milieu devient de plus en plus acide. C'est-à-dire le pH est inférieur à 7. Et après, vous voyez ici un retour à l'état normal, ce qui veut dire que les protons vont se retirer du milieu pour diminuer la concentration des protons. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que l'élévation des protons à ce niveau-là indique qu'il y a sortie des protons de la mitochondrie vers le milieu de mesure de pH, alors que cette diminution ici indique qu'il y a un retour du milieu vers la matrice de la mitochondrie. Donc, comme description, avant l'injection d'oxygène, vous voyez ici la concentration des protons était nulle dans le milieu, donc dans le milieu de mesure. Juste après l'injection, on voit ici la concentration des protons qui augmente brusquement pour atteindre une valeur maximale 40, 10, moins 9 mol par litre, puis elle commence à diminuer progressivement pour retrouver sa valeur initiale après 240 secondes. Ce qu'on peut déduire, que l'oxygène active la sortie des protons de la matrice vers le milieu extérieur à travers la membrane mitochondriale interne, donc active le flux des protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire dans le cas du réel. Et cette diminution-là affirme qu'il y a un retour des protons du milieu extérieur, c'est-à-dire de ce milieu-là, vers la matrice, vers la mitochondrie, c'est-à-dire la matrice de la mitochondrie. Document 3. Donnée 3. Le schéma du document 3 résume les réactions du métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation du pyruvate et la synthèse d'ATP. Dans ce document, on cherche une relation entre le métabolisme respiratoire mitochondrial, c'est-à-dire la respiration, et la dégradation du pyruvate ainsi que la synthèse d'ATP. Vous vous rappelez ici la structure mitochondriale. Là, on a la membrane externe et là, la membrane interne qui forme ce qu'on appelle des crêtes. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, un ensemble de protéines qui vont jouer bien sûr le rôle de transporteur d'électrons et de protons bien sûr. Et là, on trouve ce qu'on appelle la sphère pédonculée ATP synthase responsable de la synthèse de l'ATP. Et on va donner ici des T1, T2, T2, etc. Ce sont des transporteurs d'électrons. Troisième question. En s'appuyant sur le document 3, expliquer la variation des concentrations d'oxygène, des protons et de l'ATP enregistrées dans les expériences des documents 1 et 2. Donc, dans le cas du réel, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les NADH2, c'est-à-dire le transporteur réduit, NADH2 ou FADH2, résultat du cycle de Krebs, vont subir une réoxydation au niveau de la membrane interne et faire passer leurs protons et électrons à ces transporteurs. Les protons vont passer dans l'espace intermembranaire et les électrons vont être transportés
d'un transporteur vers un autre, T1 vers T2 vers 3, etc. jusqu'au dernier accepteur d'électrons qui est bien sûr l'oxygène pour donner l'eau. Alors que le proton qui passe en flux, c'est-à-dire en réalisant un gradient de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, vont retourner vers la matrice, ce qui explique tout à l'heure qu'il y a une diminution de la concentration des protons. Ce reflux, bien sûr, des protons va permettre la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Donc, comme explication de cette variation de la concentration d'oxygène et des protons et d'ATP, donc qu'est-ce qu'on peut dire que avant l'ajout du pyruvate, rappelez-vous l'expérience de tout à l'heure, de données numéro 2, avant l'ajout du pyruvate à la suspension mitochondriale, ce qui entraîne dans la matrice la dégradation du pyruvate et réduction du transporteur d'électrons et des protons. C'est-à-dire à ce niveau-là, bien sûr, il va y avoir dégradation du pyruvate, réduction du transporteur et bien sûr dans la chaîne respiratoire, c'est-à-dire au niveau de la membrane interne mitochondriale. Il y a oxydation du transporteur, donc réoxydation du transporteur, réduit bien sûr, couplé à la réduction d'oxygène pour donner H2O. Donc la consommation du dioxygène, figure A du document 1, qui active l'expulsion, c'est-à-dire le pompage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc en présence de l'oxygène, cette réoxydation des transporteurs ici vont bien sûr activer le passage des protons vers l'espace intermembranaire. Ainsi, va augmenter, donc augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire et formation d'un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. Alors, après, le retour des protons vers la matrice, c'est-à-dire diminution de la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur, à travers les sphères pédonculées, active la phosphorylation d'ADP et synthèse d'ATP. Donnée 4. Pour comprendre la relation entre l'exposition de l'acide cyanhydrique HCN et les états d'asphyxie enregistrés suite aux explosions dans la zone industrielle du port de la ville de Tianjin, on propose les données du document 4. La figure A, document 4, présente l'évolution des concentrations d'oxygène et d'ATP dans une suspension mitochondriale enrichie d'oxygène et en ADP plus PI, suite à l'ajout du NADH2 au NADHH+, et du HCN. La figure B du même document présente le mécanisme de la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie et le site d'action de l'HCN, la substance HCN. Donc, comme question, en exploitant les données du document 4, expliquer l'asphyxie due à l'exposition de l'acide cyanhydrique. Alors, d'après ce document, la figure A, qu'est-ce qu'on peut dire? Avant l'ajout de NADH2, tout est constant. La concentration en oxygène elle est constante, la concentration en ATP elle est constante. Là on a 100%, là on a à peu près 30 à 40% ou 40 UA. Mais lorsqu'on ajoute NADH+, on constate qu'il y a une diminution de la concentration de l'oxygène et augmentation de la concentration en ATP. Ce qu'on a démontré tout à l'heure, qu'il y a une relation entre les deux. Mais lorsqu'on ajoute HCN, on voit qu'il y a retour à l'état normal, c'est-à-dire à l'état de constance. L'ATP reste constante, donc il n'y a pas augmentation, et l'oxygène reste constant, donc il n'y a pas consommation. Ce qui veut dire que le HCN arrête la consommation d'oxygène et arrête bien sûr la synthèse de l'ATP. Par contre, dans la figure B, qu'est-ce qu'on peut voir? On dit aussi qu'il montre le site d'action de la substance HCN. Voilà le site d'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà le HCN et voilà inhibition du T4. Donc, le HCN agit au niveau du transporteur T4. Donc, il va arrêter la chaîne respiratoire. Il va arrêter le transfert des électrons vers l'oxygène. Donc, il ne va pas y avoir formation de H2O. Il ne va pas y avoir réduction de l'oxygène. Ce qui va arrêter, bien sûr, cette opération et bien sûr, rend la phosphorylation, bien sûr, elle aussi impossible, donc il n'y aura pas synthèse d'ATP. Alors, comme explication, l'exposition à l'acide cyanhydrique HCN
entraîne l'inhibition des transporteurs T4. T4, non pas T6. Ainsi, les électrons n'arrivent plus à l'accepteur final qui est l'oxygène. Donc pas de réduction d'oxygène, ce qui explique l'arrêt de la consommation d'oxygène. Ce qui entraîne aussi l'arrêt de la phosphorylation oxydative, ce qui explique l'arrêt de la synthèse d'ATP. Donc les cellules seront incapables d'utiliser l'oxygène, même en sa présence, d'où l'asphyxie. Maintenant, on va passer à la correction de l'examen de la session de rattrapage 2021, toujours pour les SVT. Donc, si vous avez fait cet exercice chez vous, c'est bien. Sinon, arrêtez la vidéo et essayez de répondre avant d'entamer la correction. La maladie de McArdle est une myopathie. Donc, lorsque je parle de myopathie, bien c'est une maladie musculaire, due à un trouble du métabolisme des glucides au niveau des muscles squelettiques. Les personnes atteintes par cette maladie présentent une intolérance aux efforts physiques, brefs et intenses, dès quelques dizaines de secondes du début de l'effort. C'est-à-dire qu'elles vont se fatiguer très rapidement. Les études ont montré que les personnes atteintes présentent un déficit dans l'activité d'une enzyme appelée myophosphorylase. Pour comprendre la relation entre le déficit de l'activité de cette enzyme et la myopathie, chez les personnes atteintes, on propose les données suivantes. Donc, vous voyez bien, ça c'est le problème dont on cherche une réponse. Donc, donnée 1. Deux variables sont mesurées chez une personne saine et chez une personne atteinte de la maladie de McArdle. Première variable, la concentration du lactate, c'est-à-dire l'acide lactique, dans le sang au cours d'un exercice physique bref et intense. Figure A, document 1. Deuxième variable, la concentration d'ADP dans les muscles de l'avant-bras au repos et après un exercice physique bref et intense. Figure B. Première question, à partir du document 1. Petit a, comparer l'évolution de la concentration du lactate, figure A, et celle d'ADP, figure B, entre la personne saine et la personne atteinte. Alors, si on constate la figure A, qu'est-ce qu'on a? La variation de l'acide lactique dans le sang pour une personne saine et pour une personne qui est atteinte. Qu'est-ce qu'on constate? Que pour la personne saine, il y a au début de l'exercice augmentation rapide de l'acide lactique, de la concentration de l'acide lactique, puis diminution vers la fin de l'effort. Par contre, chez le malade, vous voyez bien ici, il y a une constance, presque constante, de la concentration de l'acide lactique. Pour la figure B, on a ici pour les personnes au repos, et là après un exercice bref et intense. Cette coloration-là, c'est pour la personne atteinte, et le noir, c'est pour les personnes saines. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que au repos, la concentration en ADP dans les muscles de l'avant-bras chez une personne atteinte est élevée par rapport à celle d'une personne qui n'est pas atteinte. De même, après un exercice, la concentration aussi est très élevée chez une personne atteinte que chez une personne qui est saine. Donc, comme comparaison, concernant la concentration du lactate dans le sang, c'est-à-dire l'acide lactique, chez la personne saine, en très plein, la concentration de lactate augmente dès le début de l'exercice pour atteindre une valeur maximale 4,2 mmol par litre en 2 minutes. Puis elle diminue jusqu'à 2 mmol par litre à la fin de l'exercice. Alors que chez la personne atteinte, la concentration du lactate reste presque constante aux environs de 1,5 mmol par litre. Concernant l'ADP, la concentration de l'ADP dans les muscles de l'avant-bras, au repos, la concentration de l'ADP chez la personne atteinte est à peu près 40 micromoles et 4 fois supérieure à celle mesurée chez la personne qui est saine, à peu près 10. Mais après un exercice physique bref et intense, la concentration de l'ADP chez les deux personnes augmente bien sûr. Mais cette augmentation est la plus importante chez la personne atteinte. Et elle passe à peu près à 120 micromoles d'ADP. Et en petit b, on vous demande de proposer une hypothèse qui explique la variation de la concentration d'ADP dans les muscles de la personne atteinte après un exercice physique bref et intense.
Donc, comme proposition d'une hypothèse, on accepte toute hypothèse logique, telle, après un exercice physique bref et intense, la variation de la concentration de l'ADP dans les muscles chez la personne atteinte peut être expliquée par une faible régénération d'ATP à partir de l'ADP, en raison du dysfonctionnement de la voie de la fermentation lactique. Donnée numéro 2. Pour déterminer la relation entre la concentration sanguine du lactate et la régénération d'ATP musculaire, on a mesuré la quantité de ces deux métabolites chez un sprinter au cours d'un exercice bref et intense, course de 100 mètres. Le document 2 présente les résultats de ces mesures. Le document 3 représente un schéma simplifié de l'une des voies métaboliques de la production d'ATP, à partir de la dégradation du glycogène musculaire. Donc, en vous aidant, le document 2 montre la relation entre la variation de la concentration sanguine du lactate et celle de l'ATP musculaire chez les sprinters lors de la course de 100 mètres. Et après, on vous demande, en exploitant les documents au document 3 et en s'aidant des données précédentes, vérifier l'hypothèse proposée puis expliquer l'intolérance aux efforts physiques brefs et intenses chez les personnes atteintes de la maladie de McArdle. Alors, comme réponse à la deuxième question, on nous demande de montrer la relation entre la variation de la concentration sanguine du lactate et celle de l'ATP musculaire. Alors, remarquez ici, on vous donne une courbe ou un graphe à deux axes. L'un montre la concentration sanguine du lactate en millimoles par litre. L'autre présente bien sûr la concentration de l'ATP musculaire en millimoles par kilo. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'avant la course, on n'a pas de données, mais au départ de la course, la quantité de lactate augmente et celle de l'oxygène diminue d'une façon très lente, ce qui prouve ou ce qui indique que l'origine de la source de cet ATP est utilisée au départ de la course, c'est bien sûr la fermentation lactique. Donc il y a une relation entre l'ATP et la concentration en lactate. Donc, la relation entre la variation de la concentration sanguine du lactate et celle de l'ATP musculaire chez le sprinter lors d'une course de 100 mètres. Vous voyez bien ici, la concentration d'ATP musculaire diminue très lentement et on peut dire qu'elle est presque constante alors que la concentration sanguine du lactate, elle augmente progressivement et de façon rapide le long de la course. Cette stabilité, c'est-à-dire diminue presque lentement, cette stabilité la concentration d'ATP prouve qu'il y a régénération. Et cette régénération se fait bien sûr à partir de la fermentation lactique, qui est une réaction anaérobique, qui est à l'origine de l'augmentation de la concentration sanguine de l'acide lactique, de lactate. En exploitant le document 3 et en s'aidant des données précédentes, vérifier l'hypothèse proposée, puis expliquer l'intolérance. Donc notre hypothèse est juste, puisqu'il y a une relation entre lactate et ATP. Pour expliquer ça, remarquez ici l'enzyme myophosphorylase. Son rôle est d'agir sur le glucogène pour le transformer en glucose 1-phosphate. Alors, s'il n'y a pas transformation du glucose 1-phosphate, il n'y aura pas de glucose 6-phosphate, il n'y aura pas de réaction de glycolyse, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de pyruvate ni du lactate. Ceci explique bien sûr la diminution de lactate chez le malade. Vous vous rappelez le premier document. La concentration en acide lactique est presque constante. Alors, chez la personne normale, utilisation des ADP pour donner des ATP, alors que chez le malade, pas d'utilisation des ADP pour donner des ATP, d'où la validation de l'hypothèse proposée. Comme explication, chez la personne atteinte de la maladie de McArdle, on constate un déficit de l'activité de l'enzyme myophosphorylase. Si cette enzyme est absent, donc il y a une faible hydrolyse du glycogène musculaire en glucose 1-phosphate, donc formation d'une faible quantité de glucose 6-phosphate, d'où le dysfonctionnement de la voie de la fermentation lactique, puisqu'il n'y a pas de glycolyse, ni de pyruvate, ni de lactate. Donc faible régénération d'ATP au début de l'effort, ce qui explique l'intolérance aux efforts physiques brefs et intenses dès les premières dizaines de secondes de l'exercice.
On passe maintenant au dernier examen proposé dans la session de rattrapage 2021 pour les PC. Donc prenez votre temps, arrêtez la vidéo, répondre aux questions de façon très simple et de phrases courtes pour les comparer avec la correction qu'on va entamer. Les amandes contenues dans les noyaux de certains fruits renferment une toxine naturelle appelée glycoside cyanogène. Les abricots, les cerises, les pêches, les prunes sont tous des fruits à noyaux. La chair du fruit en soi n'est pas toxique. Toutefois, lorsqu'on mâche les amandes contenues dans le noyau de ces fruits, le glycoside cyanogène se transforme en acide cyanhydrique, c'est-à-dire le cyanure, qui est toxique pour l'homme. Pour mettre en évidence l'action du cyanure sur la respiration et sur l'activité musculaire, on présente les données suivantes. Donc voilà le problème qu'on va traiter. L'action du cyanure sur la respiration et sur l'activité musculaire. On applique une série de stimuli successifs et efficaces de même intensité sur un muscle isolé de la cuisse d'une souris, durant une demi-seconde, en absence et en présence de cyanure en faible quantité. Le document 1 présente les milliogrammes. En vous basant sur le document 1, comparez l'activité musculaire enregistrée en absence et en présence du cyanure. Et deuxièmement, proposez une hypothèse pour expliquer l'effet du cyanure sur l'activité musculaire. Remarquez ici, on applique une série de stimuli successifs pendant une demi-seconde. Donc il y a plusieurs stimuli en un temps bref. Ce qui va bien sûr donner non pas une secousse musculaire isolée, mais un tétanos. Et voyez bien sûr ici, on a un tétanos. Donc, comme réponse de la question 1A, en comparant les résultats obtenus en présence et en absence des cyanures, on constate qu'on obtient des tétanos. Seulement, ces tétanos n'ont pas la même amplitude. Celle de tétanos en absence du cyanure, elle est plus élevée ou plus grande que celle en présence du cyanure. Donc, par comparaison des courbes du document 1, on constate qu'en présence et en absence du cyanure, on obtient un tétanos parfait, dont l'amplitude en présence du cyanure est inférieure à celle obtenue en absence du cyanure. On demande ici de proposer une hypothèse pour expliquer l'effet du cyanure sur l'activité musculaire. Donc cette hypothèse logique est acceptée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme hypothèse ou proposer comme hypothèse? Puisque ici on a une diminution de l'amplitude du tétanos obtenu en présence du cyanure. Ce qui veut dire qu'on peut poser que le cyanure agit au niveau du muscle, au niveau de la contraction musculaire. Donc toute hypothèse logique en relation avec les données proposées est acceptée, telle que le cyanure exerce une action inhibitrice sur les voies de production d'énergie au niveau du muscle, c'est-à-dire la respiration et fermentation lactique. La fixation du cyanure sur le myosine empêche la formation du complexe actomyosine, ou bien sûr, le cyanure agit sur la contraction ou agit sur l'amplitude de la contraction musculaire. Deuxième donnée, pour montrer l'effet du cyanure sur la contraction musculaire, on propose les données expérimentales présentées dans le document numéro 2. On met une suspension de mitochondries dans les deux milieux 1 et 2 riches en dioxygène et contenant une quantité suffisante d'acide pyruvique, de PI et d'ADP. En temps T, grand T, on ajoute le cyanure dans le milieu numéro 2. Seulement, les figures A et B présentent l'évolution des taux de dioxygène et de la concentration de l'ATP dans les deux milieux. Pointillé milieu 1, très plein milieu 2. Et on vous demande, en exploitant le document numéro 2, d'écrivez l'évolution de la concentration du dioxygène et d'ADP dans les deux milieux. Et puis, déduisez l'action du cyanure au niveau de la mitochondrie. Donc, pour la description de l'évolution de la concentration du dioxygène et de l'ATP. Donc, pour le milieu 1, voyez ici en pointillé, le dioxygène diminue en fonction du temps. Même si on ajoute
le cyanure dans le milieu numéro 2, il continue à diminuer en fonction du temps. C'est-à-dire la consommation en continu avec le temps. Par contre, dans le milieu numéro 2, avant l'ajout du cyanure, on a bien sûr une diminution de l'oxygène. Mais après avoir ajouté le cyanure, vous voyez bien sûr ici il y a une constance. Donc l'oxygène n'est plus consommé. Pour l'ATP, la concentration de l'ATP, le milieu en pointillé, milieu 1, vous voyez ici, il y a augmentation en continu de la synthèse d'ATP. Par contre, dans le milieu 2, il y a, avant l'ajout de cyanure, on a une augmentation de la synthèse d'ATP. Mais après avoir ajouté le cyanure, vous voyez bien ici, il y a une constante, donc arrêt de la synthèse d'ATP. Donc, concernant le taux de l'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, avant le temps T, le taux de dioxygène diminue dans les deux milieux en passant de 48% à 18%. Mais après avoir ajouté le cyanure dans le milieu, le taux de dioxygène reste stable aux alentours de 20% dans le milieu numéro 2, c'est-à-dire présence de cyanure, alors qu'il continue à diminuer dans le milieu 1, c'est-à-dire en absence de cyanure. De même pour l'ATP. Avant le temps T, on constate une augmentation de la concentration d'ATP dans les deux milieux pour atteindre 100 UA. Mais à partir du temps où on ajoute le cyanure, la concentration de l'ATP dans le milieu numéro 2, c'est-à-dire présence de cyanure, se stabilise alors qu'elle continue son augmentation dans le milieu 1 en absence du cyanure. On nous demande maintenant de déduire l'action du cyanure au niveau de la mitochondrie. Puisqu'ici on parle de dioxygène, c'est-à-dire utilisation de l'oxygène, donc au niveau de la mitochondrie. Donc on peut dire que si ici on ajoute le cyanure, la consommation de l'oxygène reste constante. Donc on peut déduire que le cyanure agit au niveau de l'absorption ou l'utilisation de l'oxygène au niveau de la mitochondrie. On peut déduire que le cyanure bloque la consommation de l'oxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Troisième donnée, dans le but de déterminer le site d'action de cyanure au niveau de la mitochondrie. On ajoute une faible quantité de cyanure radioactif à une suspension de mitochondrie et on suit la répartition de la radioactivité au niveau des complexes de la chaîne respiratoire. Le document 3 présente les résultats obtenus et le schéma de la chaîne respiratoire, c'est la figure B. Donc, si on utilise des substances radioactives, c'est pour suivre leur répartition, c'est-à-dire leur déplacement ou leur transit. Troisième question, en exploitant le document 3, déterminer le site et le mode d'action du cyanure sur l'activité mitochondriale. Remarquez ici la radioactivité en UA. Et là, bien sûr, ce sont les transporteurs C1, C2, C3, C4, complexe de la chaîne respiratoire. C1, C2, C3, C4. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que la radioactivité est presque faible dans C1, C2, C3. C'est-à-dire, le cyanure radioactif n'est pas présent ou ne se fixe pas sur ces trois complexes de la chaîne respiratoire. Mais la valeur de la radioactivité elle est très grande dans le complexe C4. Ça veut dire que le cyanure agit au niveau du C4. Donc le cyanure va bloquer l'action du complexe C4. D'après la figure A, document 3, on constate que l'intensité de la radioactivité est faible au niveau des complexes C1, C2, C3 de la chaîne respiratoire, alors qu'elle est très élevée au niveau du complexe 4. On peut dire que le cyanure se fixe sur le complexe 4 et inhibe son activité, ce qui provoque donc l'arrêt du flux d'électrons et protons à travers la chaîne respiratoire et bien sûr arrêt de l'oxydation des transporteurs d'hydrogène, ce qui empêche la formation des gradients de protons, d'où le blocage de la réduction de dioxygène et de la production d'ATP. Enfin, en vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée en réponse à la question. Justifiez votre réponse. Comme hypothèse, on avait
bien sûr proposé que le cyanure agit sur la contraction musculaire, sur l'actine-myosine, c'est-à-dire il agit sur l'amplitude de la contraction musculaire. Alors ici, on peut dire que le cyanure agit sur la mitochondrie, c'est-à-dire bloque la chaîne respiratoire et inhibe bien sûr la formation d'ATP. Donc en absence d'ATP, il y a bien sûr faible contraction musculaire. Donc puisque le cyanure agit sur le complexe 4, donc il bloque la formation de l'ATP. Il n'y a pas de réaction aérobique, c'est-à-dire la respiration, ce qui laisse bien sûr aux muscles seulement les réactions anaérobiques, c'est-à-dire la fermentation lactique, dont le rendement est faible, donc ce qui prouve qu'il y a bien sûr faible contraction musculaire. Donc l'hypothèse est acceptée puisque le cyanure se fixe sur le complexe 4 et bloque le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui pousse les cellules musculaires à produire l'ATP par des voies anaérobiques, de faible rendement énergétique, d'où l'obtention des contractions de faible amplitude en présence du cyanure. Donc, comme vous le constatez, les examens sont très faciles à résoudre, seulement il faut avoir cette capacité de résoudre les problèmes. Là, je vous laisse les examens concernant l'an 2022 pour les SVT et pour les PC. Vous allez constater qu'ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont le même document, mais les questions diffèrent. Voilà pour la session de rattrapage 2022 pour les SVT. Et voilà pour la session de rattrapage pour les PC. Vous voyez qu'ils ont presque les mêmes documents, mais ils diffèrent au niveau des questions. Pour les SVT, il y a seulement 4 questions sur 3 points. Pour les PC, il y a 5 questions sur 5 points. Alors réfléchissez pour la prochaine fois. Inch'Allah. Je vous laisse. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.